Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une pause café, la pause du café numéro 4. C'est vrai que j'ai fait un assez long break, je suis d'accord. Et voilà, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Julie Laurent-Marotte, je suis psycho-praticienne intégrative et humaniste. J'ai aussi écrit quelques livres et un petit oracle qui est sorti au mois d'avril. Et nous allons reparler avec Sylvie parce qu'on va faire peut-être un pont, même c'est sûr, avec le yoga du visage. Alors, Sylvie, j'ai déjà eu 2 fois en live, c'était déjà super passionnant, on va vous en dire plus, et là je la reçois, elle va arriver, hop, dans quelques instants, sur vos écrans. Coucou. Coucou Sylvie. Salut Julie, comment vas-tu? Très très bien, je suis super contente de te voir. Mais moi également. Ouais, mon rayon de soleil, ça fait du bien. En plus avec ta verdure derrière, là, c'est... Mm. Voilà, ça fait du bien. Mm. Bon alors, comment vas-tu? Et alors, je sais que voilà, je suis pas la seule, je pense, à savoir que tu as fait un très beau voyage au Japon. Euh, Est-ce que tu veux bien partager avec nous, là, ce matin, pour commencer, ce que tu as découvert d'incroyable, peut-être justement en lien avec le yoga du visage et la beauté du visage, même du corps, enfin, ce que tu veux. Qu'est-ce que... Voilà, raconte-nous. Alors oui, je suis partie 3 semaines avec, disons, ponctuée par des événements, enfin à la fois cette compétition dont on avait parlé, que un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est organisée par une entreprise japonaise qui a pour objectif de transformer les visages en des durées assez limitées par des techniques exclusivement mécaniques. Et puis, j'ai donné aussi 2 ateliers du coup de yoga du visage en collaboration avec une personne que j'admire énormément, qui est Yuki Shina, qui est maître de respiration zen au Japon. Et je dirais que c'était des ateliers qui étaient dans des temples bouddhistes, donc c'était vraiment un cadre, assez exceptionnel pour donner ces ateliers avec une dimension où finalement le yoga du visage, et Julie, tu as fait la formation et tu enseignes aussi le yoga du visage. Aujourd'hui, on en reparlera. C'est vrai que, dans l'enseignement que l'on partage et dans ce que l'on communique, nous, à travers nos cours, on a cette notion de beauté, de préservation de la beauté, de prévention du vieillissement, mais on essaye autant que possible de faire le lien avec le corps, de faire le lien avec l'émotionnel et de faire le lien finalement avec une dimension un petit peu plus vaste finalement que simplement la prise en compte de l'enveloppe extérieure. Et je trouvais que donner les ateliers en lien avec la respiration zen dans un cadre que sont les temples bouddhistes au Japon, où c'est une religion qui est très vive, donc qui a, disons ils sont très vivants et il y a une énergie très belle à l'intérieur. Ça m'a vraiment nourri profondément, finalement, de pouvoir avoir cet enseignement qui aille au-delà de ce cadre qui est je prends soin de mon enveloppe et j'essaye voilà, de la repasser autant que possible pour qu'elle soit la plus lisse, la plus belle et la plus lumineuse qu'il soit, même si c'est une préoccupation importante et qui fait que effectivement on se sent d'autant mieux dans sa peau que on est en harmonie et en accord avec l'apparence extérieure que l'on voit se refléter dans le miroir, ce qui n'est pas toujours évident, et surtout quand le visage change. Mm. Avec le temps, avec les émotions, avec ce qu'on peut traverser, c'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et d'avoir aussi c'est vrai, d'essayer de créer cet espace que tu travailles chez toi dans tes cours et quel qu'il soit, et dans ton approche aussi par la dimension plus subtile de la psychologie, c'est de se dire aussi de ne pas se mettre en guerre contre son corps quand il est fragile, en fait. Et ça, c'est un vrai défi qui se pose à nous, c'est que on a tout un discours autour de nous et en nous qu'on essaye d'héberger, qui est un discours de bienveillance, mais on voit que parfois, quand le corps faille, on a du mal, on a du mal à accepter ça avec Oui, la bienveillance. c'est pas toujours évident, non. Ça n'est pas toujours évident et de savoir contre qui finalement, enfin, voilà, qu'est-ce qui nous irrite, qu'est-ce qui nous fait mal dans ce processus, qu'est-ce qui nous fait peur aussi, et, euh, et de travailler sur toutes ces différentes dimensions. Voilà.
un vaste sujet. Un vaste sujet. Et être bien avec soi, c'est tellement de dimensions différentes à prendre en compte et avec le plus de douceur possible. Je te rejoins complètement sur tout ça. Est-ce que là-bas, tu as découvert des techniques nouvelles, des, des petits bidules comme ça. Attends, je vais peut-être te sortir. Hein. Même si j'ai entendu, parce que grâce à toi, j'ai découvert une de tes acolytes avec laquelle tu étais en voyage, qui met que en story. D'ailleurs, ça m'a Ah, perturbée parce que je Sonia, regarde jamais les du coup, stories. Comment elle s'appelle? Sonia, les chroniques de Sonia. Elle est Ouais, géniale, Sonia. elle est super. Ouais, ouais, Elle est géniale. c'était super. C'est très complémentaire avec toi. C'était super. Elle disait par exemple que le Slim Serra, quand elle a discuté avec le patron de Slim Serra, qu'il fallait bien le tenir en main comme ça pour une question d'énergie. Que souvent on pouvait le tenir comme ça du bout des doigts, mais en termes d'énergie et de diffusion de l'énergie, il fallait bien le tenir fermement comme ça. Bon, voilà. Bon, en passant. Est-ce que tu as appris toi d'autres choses, des choses que... Alors, j'ai surtout, c'est vrai que le Japon a cette particularité que l'on voit très très bien dans toutes les images qui nous sont reflétées, à la fois d'un goût pour une immense simplicité Hmm. et d'un goût pour une immense complexité, profusion et surconsommation. Donc, c'est vrai que il y a à la fois ce côté très zen, on va dire des temples bouddhistes et Hmm. de la respiration zen, et après on a ces magasins de beauté, de cosmétiques qui sont des tours entières, Incroyable. Ouais, ouais. C'est remplies fou. à ras-bord à la fois de personnes, mais aussi de produits de diverses natures. Donc j'ai plus vu énormément de produits que des outils et des techniques, en fait. Au-delà de la compétition, où effectivement il y avait des techniques différentes qui étaient déployées, mais sinon, c'est vrai que sur le plan vraiment de la beauté stricto sensu, j'étais un peu Ouais, stupéfaite ouais. par la profusion des produits de toute nature qui sont présents et effectivement l'intense consommation de tous ces produits. Et aussi, et Ena m'en avait parlé, donc avec qui j'ai écrit Ma Révolution beauté du visage, et Yuki aussi qui m'avait dit oui, oui, en fait, Hmm. la, la médecine esthétique progresse énormément au Japon. Et tu vois, c'est étrange parce que je trouve de notre point de vue, tu me diras si tu le partages, mais moi, c'est avec de mon point de vue, je me dis, oh, les visages des japonaises, ce sont des visages extraordinaires en Oui. fait. Il y a une rondeur naturelle, des volumes, des formes qui font qu'en fait, elles traversent le temps extrêmement bien et on a l'impression que ce sont vraiment les personnes très âgées qui commencent à se marquer, qui d'ailleurs ont des visages ravissants aussi quand elles sont marquées, mais que le temps met beaucoup plus de temps sur elles que sur nous à laisser des traces, en Hmm. fait, finalement, pour plein de raisons différentes. Et c'est vrai que j'étais très Ah, stupéfaite de voir que effectivement la médecine esthétique progressait énormément et que d'immenses salons, alors j'étais notamment à Tokyo dans plusieurs endroits différents au cours du séjour, et que selon les quartiers, eh bien, on voit effectivement des visages qui sont très refaits. Et ah. on se dit, ah mince, en fait, Même elle, pardon, même oui, elle, c'est pas mais oui, possible. mais oui, absolument. Donc, en fait, se dire aussi que derrière la diversité des cultures, il y a une grande universalité qui est de plus en plus vraie aujourd'hui parce que de toute façon, ben, les courants, les tendances se véhiculent partout et se diffusent partout grâce à nos réseaux sociaux qui sont des choses très intéressantes qui nous permettent de nous rencontrer, etc., mais qui sont aussi porteurs d'une forme d'uniformisation et du coup finalement de dire que bah oui la quête de la beauté, la quête de la jeunesse, la quête de l'esthétique, elle est partagée partout. Elle est elle peut être à la fois un moteur de bien-être, de soin de soi, et aussi être un objet finalement de souffrance et de violence au corps. Et que ben, je pense que personne n'y échappe aujourd'hui, finalement. Ouais. Malgré les philosophies ancestrales que nous Exactement. n'avons pas ici. Donc on peut se dire, bon, Oui, de toute façon, nous, c'est le néant total à ce niveau-là. oui, Donc on fait ce qu'on a, on fait comme on peut. D'accord. On c'est ça. surfe sur telle ou telle vague, on fait ce qu'on peut. Mais là-bas,
avec la belle philosophie qu'elles ont, enfin, qu'ils ont là-bas normalement sur prôner la beauté de la vieillesse, justement par rapport aux connaissances que peuvent enseigner, entre guillemets, les vieux, c'est vrai, et c'est chouette. On dit toujours que une personne âgée qui s'en va, c'est d'une bibliothèque qui part. Mais Alors chez nous, c'est pas tellement, hein, c'est moins reconnu, mais c'est vrai, c'est pourtant tellement vrai. Ma foi. Mais oui, accepter la beauté d'un visage qui a quelques rides, qui change, c'est incroyable. ouais, et donc oui, c'est un processus je pense que même les cultures les plus enracinées perdent en fait, parce qu'il y a un modèle d'uniformisation globale de la beauté qui est posé partout. Et donc, mais il y a des voix, bien sûr, comme celle d'Ena, comme celle de Yuki, qui comme nous ici, essayent de porter un autre message et de continuer à prôner une reconnexion au corps, à la nature et à une forme de bon sens aussi, finalement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de travailler. Et là encore, tu vois, c'est anecdotique, mais en matière de bon sens, c'est vrai que à Tokyo notamment, ce qui est très frappant dans certains quartiers, c'est que les chiens ne marchent plus. Ils sont dans des poussettes avec des petites robes. Et en fait, j'en ai vu. On ne jugera pas, non, non, on dit rien. Ah oui, ça va être intéressant à voir. Et donc, et je pense que c'est assez intéressant aussi sur cette déconnexion finalement des besoins fondamentaux du vivant. En fait, c'est que c'est là qu'on voit qu'effectivement, bah, nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée finalement de promener un chien dans une poussette tant qu'il sait marcher. On le voit Pas tout pour de des vieux suite. chiens, on le voit pour des vieux chiens, mais pas pour des petits chiots. Et là, c'est extrêmement répandu où finalement, bah, ils sont, oui, considérés comme des petites poupées, en fait, finalement. Comme Et des objets. Ce sont de simples objets. Et pas des êtres absolument, vivants absolument. doués de sensibilité, dotés de sensibilité, de besoins naturels, enfin, qui sont. Ah oui, on en est là. Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est sur toutes ces dimensions, en fait, mais qui fait Aussi. que je pense que ce qu'on est, en fait, se dire, ce que l'on fait à l'autre, on se le fait à soi. Donc, à partir du moment où finalement on ne considère plus que le chien a des besoins physiologiques de marcher, de courir, de sentir, que ses pattes ont besoin de toucher le sol finalement pour qu'il se sente vivant, ça veut dire que le rapport que l'on a à notre propre corps est similaire et que ces besoins fondamentaux, ben, on n'est plus en mesure de les écouter et de réaliser qu'il est vivant et qu'il a des rythmes, il a des besoins, il a des cycles. Et je pense que voilà, tous ces messages extrêmement différents finalement qu'on reçoit et qu'on reçoit plus quand on sort de son environnement domestique parce que on le voit, c'est comme je pense qu'il y a plein de choses en France que je ne vois plus mais et là je dis waouh, ah oui quand même les chiens dans la poussette c'est spectaculaire et se dire bah oui, n'oublions pas de revenir à l'écoute du corps. Ce Hmm. que ton oracle nous invite à faire, Oui, chère tout Julie à fait, d'ailleurs. tout à fait. Alors je suis désolée, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est à Paris, mais je le trouve génial. Et figure-toi qu'avec ma fille, du coup, on a décidé qu'on tirait une carte le matin et ça nous servait de marque-page dans notre livre pour la journée. Ah, génial. Et comme ça, on changeait, mais comme ça, on s'est dit, tiens, avec quoi va-t-on s'accompagner? Comme ça, quand c'est le marque-page et qu'on prend le livre avec nous et qu'on ouvre le livre, on peut relire le petit message. Et le format s'y prête très, très bien, je trouve. Oui, parce que c'est une toute petite carte qu'on peut effectivement utiliser comme marque-page. Tu as tout à fait raison. Très, très bonne idée. Et je trouve que, en plus, en moyenne, hein, ce sont tes couleurs. C'est un peu ta colorimétrie. J'ai Ah, mais, remarqué mais- dans mais ta façon exactement! Et quand de. je l'ai ouvert, je me suis dit, oh, si C'est vrai, hein. j'adore! Ouais. Regarde, il est même assorti à tes livres. Oui, oui, alors, Un peu plus complètement. rose quand même. Mais voilà, globalement, il y a quelque chose. Avec des fleurs très, très japonisants. Mais oui, tout à fait. Là où j'ai trouvé un lien, c'est lors de la formation que tu. Et d'ailleurs, j'embrasse toute la team de la formation, de la dernière que tu as pu donner. J'ai eu cette chance-là.
et avec des êtres extraordinaires, hein, des personnes super lors de cette formation. C'est vrai que c'était des très belles rencontres. Et c'est vrai que dedans, je pense que c'est intéressant le soir, même avant de faire mon soin le soir de yoga du visage et même le double démaquillage, etc. Je tire une carte parce que suivant le message qui en ressort, que je tire, eh bien c'est un petit message pour moi d'introspection, de retour effectivement sur moi, puisque c'est ça aussi qu'offre le yoga du visage. Et le soir, au moment du double nettoyage, etc., le massage, etc. C'est un retour à soi. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé le petit oracle de la reconnexion à soi. C'est une autre façon de se reconnecter. Là, c'est de l'intérieur, par la respiration, par la visualisation, par le ressenti corporel, se connecter à une partie du corps. Et je trouve que c'est super en adéquation avec ce que toi, tu nous enseignes finalement, ce que tu nous dis de faire. Et voilà, c'est une autre approche, c'est une autre façon de prendre soin de soi, ce petit oracle. Et il y a aussi des cartes en lien avec vraiment les sensations du corps. Et bien souvent, d'ailleurs, il y a Ariel qui vient de se connecter, qui était à la formation, notre niçoise. Absolument. Euh, et c'est vrai que voilà, la connexion au corps, le fait de se connecter par exemple aux yeux, ça peut avoir un message aussi sur une partie du corps sur laquelle il faut davantage peut-être insister en termes de massage, en termes de prise de conscience. Et le retour des personnes qui l'ont, qui l'utilisent régulièrement, me disent que ça a un réel rapport avec leur état intérieur du moment. Par exemple, une fille qui va tomber sur la carte du ventre, prendre soin de ressentir la présence du ventre, etc. Ben, elle le tire quand elle a mal au ventre, souvent. Ça veut peut-être dire que voilà, se poser un instant, en prendre soin. Et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure à propos de la douceur. Finalement, s'apporter de la douceur, de l'attention. Et porter son attention sur une partie du corps qui va pas bien, c'est rentrer en connexion à soi, avec douceur, bienveillance, attention. Et ça change tout. D'un seul coup, quand une partie du corps crie, quand quand il y a une souffrance, c'est qu'il y a quelque chose à aller connecter, il y a quelque chose à aller écouter. Et ça passe par le ressenti. Même si en France, et j'ai l'impression que c'est encore plus important depuis le Covid, peut-être, cette espèce d'être coupé du corps. Comme si, de toute façon, la souffrance amène à ça, à se couper du corps. Et je trouve qu'à travers les massages du visage, les massages du corps, la respiration, comme tu disais tout à l'heure, la visualisation, tout ça a un lien. Et finalement, on fait le même travail euh, dans des aspects différents, dans des techniques différentes. C'est assez fou. Et tu sais, je te disais aussi que j'avais fait 2 ans d'études de shiatsu. Euh, Absolument. donc les méridiens, tout ça, c'est assez intéressant. Et j'ai redécouvert ton livre là, mes automassages beauté. Et je me suis dit, mais à l'époque, quand j'ai fait cette formation de shiatsu, mais j'aurais tellement voulu l'avoir ce livre. Il est hyper intéressant et complémentaire de tous les livres des japonais que j'avais achetés à l'époque, qui étaient déjà très très bien, de très haute volée. Mais là, ça apporte une autre dimension, peut-être plus féminine, avec un côté beauté. Enfin, il est vraiment super. Donc les personnes voilà, qui enseignent ou qui pratiquent le shiatsu, même l'acupuncture, etc., super génial. Vraiment. Voilà. C'est vrai qu'on en parle un peu moins de celui-là. Oui, en fait, il est passé un peu plus inaperçu. Le Oui. visage est, disons que le focus des autres livres sur le visage a fait que ils ont pris plus de place finalement dans. Lui, il est passé un petit peu. Ouais, hein, on a un peu moins, je sais pas, mais c'est pas tes couleurs en même temps. Quelle idée Oui, d'avoir mis du vert. Non, mais c'est ça, tu regardes les autres, et voilà, c'est tout. Voilà. Le rose, voilà, le code couleur c'est rose, et là c'est vert. C'est pour ça que. Mais le vert c'est la couleur de la guérison, donc on en a besoin aussi. Hein, c'est hyper important. Donc voilà, celui-là je le recommande parce que pour le corps, même pour le visage, même des massages, je trouve ça très intéressant. Le massage avec la balle de Pilate. oui, Voilà, je vais aussi
prof de pilates. Et c'est vrai que le ballon de pilates, je dis, mais oui, c'est vrai que j'ai un foam roller d'habitude pour faire des massages des fascias, massage de certains muscles pour la récupération. Mais utiliser aussi un ballon de pilates pour pouvoir se masser, redécouvrir le plancher pelvien, etc. Voilà, il est hyper complet. Il est incroyable ce bouquin. Voilà, donc je voulais en reparler parce que je pense que c'est important aussi de parler de ceux qui passent un peu à la trappe. Je trouve ça dommage. Voilà. Non mais. Alors, pour toi, Julie, du coup, l'oracle, comment tu nous recommandes de l'utiliser? Quels sont est-ce qu'il y a des modes opératoires particuliers que tu recommandes? Est-ce que tu recommandes de faire une petite méditation avant, de le faire vraiment comme ça, on en a envie, on tire la carte spontanément? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu recommandes comme mode Alors, d'utilisation? les deux là que tu viens de proposer sont excellentes. Soit on commence par respirer d'abord et tirer une carte ensuite, soit de toute manière, la plupart du temps, la plupart des cartes proposent justement une respiration, une introspection, etc. Donc, à un moment donné, de toute façon, on va avoir ce moment-là d'introspection, de respiration. Soit le matin, effectivement, pour finalement un petit peu driver la journée, soit le soir, avant d'aller se coucher, ça peut être très très bien. J'aime bien parler de cet oracle, par exemple, pour tous les types de professions, et surtout les professions d'accompagnement. Je dirais l'accompagnement du vivant, mais de l'humain. Que ce soit des métiers, même comme les dentistes. J'ai des amis dentistes à qui j'en ai parlé, et c'est vrai qu'ils sont face à des gens qui sont souvent très stressés d'aller faire des soins dentaires. Mhm. Et même si c'est très important, hein, même pour le corps, pour la récupération, pour les muscles, les dents, c'est hyper important, hein, je le redis. Donc aller chez le dentiste tous les ans, une fois par an, c'est primordial. Rien que même pour faire un détartrage, pour voir si tout va bien, c'est hyper important. Et je proposais donc du coup à ces amis dentistes de, voilà, de proposer en attendant qu'ils préparent leurs outils pour, voilà, pour travailler sur les dents de leurs patients, de faire tirer une petite carte pour que les gens pensent à autre chose. Voilà, soit plus dans une respiration, soit plus se changer les idées avant de. Avant de passer à... Ah. Ne vous ai plus. Respirez, madame, oui, oui. Il y a ça. Ça pourrait très bien être, par exemple, pour les sages-femmes. Pourquoi pas. Je parlais aussi des institutrices pour des enfants qui sont, je sais pas, entre CE2, CM1, CM2, donc ils savent déjà lire, pour revenir à une conscience corporelle, justement après la récré ou après la pause de midi, histoire de revenir au corps, revenir aux sensations, revenir à la respiration, à quelque chose de plus physique, pour tout simplement se reconcentrer, revenir à soi et se couper du portable, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, hein. Ah oui. Wouh. Alors, vous posez vos portables les jeunes, ça suffit, et on se tire une petite carte avant de démarrer le cours de maths ou de français ou d'histoire, je ne sais pas. Ça pourrait être vraiment super. Il y a plein de cadres dans lesquels. Dans lequel l'utiliser à la fois à titre personnel, mais aussi... Et toi, par exemple, dans tes séances d'accompagnement, quel qu'il soit, c'est un outil que tu utilises, du coup? Alors, à tes souhaits. Pardon. Merci, je sentais que ça venait, mais On ne savait pas quand. Écoute, ouais, des fois, en fin de séance. En fin de séance, quand j'y pense, je dis, bah tiens, tire-moi une carte. Et c'est souvent là que quelque chose apparaît en lien avec l'état physique de la personne. C'est assez troublant. Ou en lien avec la séance que nous venons de passer. De passer. C'est et assez troublant. assez troublant. Et est-ce que toi aussi, par exemple, dans des accompagnements, par exemple là pour les personnes professionnelles qui nous écouteraient du yoga du visage, mais de plein d'autres facialistes, etc. Est-ce que ça peut être aussi pour toi un outil pour finalement sans avoir besoin d'avoir un échange verbal trop poussé avec la personne, mais de te permettre d'avoir une information sur finalement son besoin au travers de la carte, par exemple, Ah et oui. et de permettre finalement que soient posées des choses que la personne elle-même ne pourrait pas nécessairement verbaliser et que du coup ça te donne une indication. Oui, en passant quelque part au départ par quelque chose d'assez léger. En disant par exemple, ah, quelqu'un vous avez tiré? Ah, vous pouvez me la lire s'il vous plaît? Donc la personne s'installe, je sais pas, pendant un petit rituel.
Et juste poser la question, en quoi ça vous parle? Ça vous parle cette carte? Ah bah oui, oui, parce que ah oui, c'est assez intéressant parce que et permettre ensuite de verbaliser. Oui, la réponse est oui. Oui, parce que tu vois, moi Mm, j'y pensais aussi en regardant ton oracle, notamment par rapport à ce qu'on a vu dans la formation, donc dans les mm, cours de yoga du visage que Julie propose, elle nous en parlera aussi après. Euh, eh bien, c'est vrai qu'on a toute une partie d'échange au départ, parce que un cours de yoga du visage, la particularité quand on va prendre un cours auprès d'une professionnelle, c'est que ce ne sont pas des exercices standards que la personne va nous faire faire, elle va être là pour les personnaliser, à la fois par rapport aux besoins extérieurs du visage sur un plan mécanique, mais bien sûr que le visage étant une zone, comme tout le corps, extrêmement connecté à la sphère émotionnelle, nécessairement, on oriente les pratiques aussi selon les besoins de la personne. Et je me disais en voyant ton oracle que ça pourrait être finalement, plutôt que de poser des questions telles qu'on les a nous aujourd'hui dans le questionnaire, eh bien de faire tirer une carte, d'avoir une forme de synthèse vraiment du moment où la personne n'est pas en train d'élaborer nécessairement mentalement tout ce qu'elle va avoir besoin de nous dire, mais qui va passer par ce filtre du mental pour avoir une information peut-être encore plus puissante sur ses besoins, qu'elle n'aura pas besoin de verbaliser tel quel, mais que la carte va nous donner comme indication. oui, ça peut vraiment nous... Oui, 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 oui. Voire même mettre en lumière une part de son inconscient, quelque Oui, chose qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas conscientisé absolument. par un traumatisme ou quelque chose qui peut la turlupiner, mais elle le cache sous le tapis, et là ça apparaît d'une certaine manière. Par exemple, si on tombe sur la carte visualiser ou ressentir, je sais pas, euh, une odeur de votre enfance, ou quelque chose, un gâteau ou un mets que vous aimiez quand vous étiez enfant. Euh, oui, ça peut être assez fort. Quelque chose peut vraiment apparaître de puissant à ce moment-là. Je ne sais pas, c'est vraiment un exemple. Hein, il y a quand même plein d'autres cartes. Ce qui serait peut-être intéressant d'ailleurs en début d'une séance de yoga du visage, avant de faire une séance de yoga du visage, d'accompagnement en tous les cas, c'est tirer une couleur de chaque. Parce que je pense que voilà, c'est encore plus important en termes d'information. Ok. Il y a une Parce que, carte de alors, comment visualisation. l'as-tu conçu, Julie, du coup, cet oracle? Raconte-nous un peu ça, le choix des couleurs, le choix des thématiques, le choix, comment, bah, sans tout nous révéler, mais Les coulisses, oh là les là. coulisses. Alors déjà, c'est un oracle que j'avais créé il y a très longtemps. C'était il y a moins, il y a 6-7 ans. Je l'avais créé en prototype sur les cartes de visite. On avait fait ça avec une amie, mon amie Joy. Et bref, j'ai eu la chance que Guy Daniel, j'ai eu un contact avec Guy Daniel, qui a bien accepté de me faire signer ce contrat pour pouvoir le créer aux éditions Contredire, qui appartient à Guy Daniel. Et je suis partie avant tout sur tous les grands principes de la sophrologie. Donc, la respiration, prise de conscience corporelle, la visualisation, tout ce qui est pensée positive. Donc il y a des cartes un petit peu où on appelle ça des cartes coaching, mais c'est des pensées positives finalement. C'est un petit coaching intérieur pour se rebooster, se faire du bien. Et j'ai rajouté aussi des petites cartes magiques. Je les adore, ça là. Comme la Hakuna Matata. Donc j'explique d'où vient ce mot-là, Hakuna Matata. Et tout de suite, on a la chanson qui nous vient en tête. Absolument. Et voir la vie en rose et en positif, quoi. Et continuer à avancer quoi qu'il arrive. C'est tout ça, c'est apporter du... Mon idée, c'était vraiment d'apporter dans des petites cartes de poche un maximum de positif et de bien-être dans l'instant, le plus tôt possible. Avoir un petit peu des petites cartes d'urgence C'est quand ça, ça va un peu pas comme bien. les fleurs de bac, Exactement, quand on est rescue, prêt. c'est les rescue, C'est c'est ça, les c'est cartes rescue. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Et d'ailleurs, tout au début, tel que je l'avais imaginé, je l'avais imaginé. Tu sais, comme on a le facepalm dont tu parles énormément. Beaucoup l'ont sur leur bureau. D'autres ont le Ridoki pour faire le petit massage, je sais pas, quand elles sont entre deux réunions. Alors, attends, qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, ouais, je vais présenter ça comme ça, la prochaine réunion, j'en sais rien. Bon, ça peut être sympa. C'est un excellent outil pour se recentrer,
pour dire, allez, bon, allez, je me remotive, je me rebooste, je me rassemble pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. C'est mieux ça qu'une clope. Oui, C'est-à-dire qu'il y en a plein pour se recentrer, j'ai déjà remarqué ça. Hein. Fume une cigarette. ah, mais, ah, complètement. Tu vois ce que je veux Abs- dire? C'est-à-dire qu'il y a un côté, je vois bien, hein, dans la façon, il y a comme une espèce de méditation chez les gens quand ils fument seuls, dehors par exemple. Oui, 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 absolument. Et d'ailleurs, je pense que l'origine du tabac dans les cultures amérindiennes, c'était vraiment ces moments, quand on voyait ces pipes, on voit vraiment des personnes dans une forme de, oui, enfin, pas de transe au sens, mais il y a un côté où finalement on passe dans une autre dimension et on se recentre, mais complètement. Et d'ailleurs, la médecine chinoise nous dit bien que cet apport d'éléments feu n'est pas anodin aussi sur le plan, ce qu'on va rechercher dans le fait d'avoir besoin d'aller chercher du feu, c'est qu'on va chercher une énergie particulière. On va chercher un élément particulier dont on a l'impression d'avoir besoin à ce moment-là. Et que la cigarette incarne, mais malheureusement avec tellement de side effects négatifs par ailleurs que bon. Mm. Ça se discute. Voilà. Oui, L'idée de départ est bonne oui, pour c'est ça. ça. L'impulsion est certainement juste, et ça répond certainement à un besoin juste, mais la réponse, malheureusement aujourd'hui, Ouais. L'effet boomerang est assez, je pense, probablement assez violent pour, exactement. soi, au niveau de l'écologie personnelle de son propre corps, au niveau de l'écologie globale. Hein, c'est-à-dire que quand ceux qui balancent leur clope dans la rue, j'ai un peu de mal personnellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect de rien. Quoi. On balance dans le. Bah, bref, ça va couler, l'eau va aller après dans la mer. J'ai beaucoup de mal avec Ah ça. mais absolument. Et là, pour revenir sur le Mais voilà. Japon, c'est vrai que, alors j'ai parlé des petits chiens dans les poussettes qui m'avaient interpellée, mais plus comme écho justement à ce besoin que nous avons de ne pas oublier que notre corps est vivant, mais en termes de respect du collectif et du vivre ensemble, c'est vrai que, waouh, quel bonheur J'imagine. Mm. absolu en fait, et de se Le, dire que le c'est silence possible. dans les trains, non? Le silence dans les trains, dans les. La propreté, le silence, oui, disons que aucune règle, enfin moi je n'ai quasiment pas, peut-être une ou deux fois, mais observé de comportements qui aillent à l'encontre du collectif. Et waouh, Ah, quel- ça doit être apaisant, ça. Ça, c'est, ça fait que, oui, oui, c'est vrai que je me disais, une ville comme Tokyo, qui est incomparablement plus dense que Paris, donne une impression, et ma fille me faisait la même réflexion, elle me dit, mais on peut marcher des heures sans avoir cette sensation d'agression mm. que l'on peut avoir au bout de quelques mètres dans Paris, en fait. Ah, c'est fou. Tu sais, là, j'ai passé 2 jours à Nice, euh, samedi et dimanche. Alors déjà, pourtant, on est en France, la propreté des trottoirs. Après, beaucoup moins de monde, etc. Et pourtant, c'est l'été. On est à Nice, devrait Oui, être donc oui. confort. J'étais très étonnée. Mais je pense que quand on vient de Paris, après, tout nous semble désert. D'un côté, où sont les gens? Où? Tu sais, on aime bien se coller, se frotter, se taper dans l'épaule. C'est bon, ça. Hein, on a l'impression d'être au rugby en permanence dans ce pays. Ah, mais et de plus en plus, je trouve. C'est de pire en pire. C'est terrible. Et le côté. Après, je sais pas comment ça se passe dans les transports en commun, mais moi, je sais que Paris, dans le métro, personnellement, je ne supporte plus. C'est une source de stress intense pour moi. Le bruit permanent, des gens qui parlent au téléphone, qui racontent leur vie et qui parlent même à leurs copines à côté d'elles comme si elles étaient à l'autre bout de la rame. Enfin, dire, non, elle est à côté de toi, tu peux parler doucement, il y a des gens autour de toi. Voilà. Et ça, c'est. Ouais. Et je pense encore une fois, mais c'est comme la cigarette, c'est finalement juste une observation, ce n'est pas une critique. Parce que la cigarette, c'est encore, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'on se fait, Oui, qu'est-ce qu'on fait aux autres. C'est, on n'est pas seul. Il y a un côté, j'ai l'impression que beaucoup de gens se sentent seuls, oui, ressentent une immense solitude et c'est source de souffrance intense. Et pour autant, vraiment, se comportent comme s'ils étaient seuls au monde. Il y a quelque chose là. oui, absolument. Complètement. Je pense que
Et c'est peut-être une partie d'éducation. Je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé aussi au Japon et notamment en passant une semaine avec Yuki, donc qui nous avait très généreusement invités à passer du temps dans sa maison à Ueda, donc dans les montagnes, et à voir la, cette magie de la perception de quand je fais quelque chose, je pense toujours à la personne qui va passer après moi. Donc, par exemple, je dois mettre des chaussons pour aller dans une certaine pièce, mais quand je vais les retirer, je vais les redisposer de manière à ce que la personne qui vienne après moi puisse les mettre comme moi je les ai mis. C'est-à-dire que je vais les orienter en pensant à la personne qui vient après, en fait. Et ça, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose que nous n'avons absolument plus dans notre éducation. De se Mm. dire, j'utilise quelque chose, mais quelqu'un d'autre va l'utiliser derrière moi. Et comment cette personne qui va l'utiliser derrière moi va-t-elle trouver ce lieu, cet espace. Et ça vaut pour bah, le métro, la propreté du métro, la cigarette, je jette la cigarette. J'ai un chien, je laisse mon chien faire ses besoins dans la rue et je ne vais pas les ramasser. Et donc la personne qui va passer derrière va avoir la joie, si elle a la chance d'avoir le nez par terre, de ne pas marcher dedans, mais peut-être. Et souvent, au bout d'un moment, finalement, et donc c'est cette conscience finalement de se dire, ah oui, quand je fais un acte, je pense aux conséquences de mon acte sur la personne qui va venir derrière moi. Et je me suis dit qu'en termes d'éducation, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'avais du tout Mm. inculqué à ma fille, par exemple. Enfin, c'est pas, disons que j'essaye de l'éduquer correctement, mais la perception, ce degré-là de perception, de se dire, en fait, il y aura toujours quelqu'un derrière moi et je vais Mm. essayer de lui laisser la place. Euh, en lui facilitant au maximum les choses et en faisant qu'elle se sente accueillie au maximum dans l'espace, je trouve que c'est quelque chose que nous pouvons essayer de cultiver au maximum. Mm. Se questionner sur ce sujet et ce serait vraiment très intéressant. Oui, Même quand on est comme ça un peu naturellement, le petit pan un peu, c'est de se sentir après vite en souffrance oui, au reste du monde qui n'est pas du tout comme ça. oui, oui, absolument. Et donc oui, c'est bien, mais C'est vrai. au moins dans son cadre familial C'est avec ça, ses d'essayer de enfants. cultiver ça ensemble dans des petits espaces où c'est possible, de se dire, ah bah finalement, oui, j'essaye de me dire, ah, tiens, quand je pars d'un endroit, est-ce que j'ai respecté l'endroit et est-ce que je respecte les personnes qui vont venir derrière moi? Et en l'occurrence, en France aujourd'hui et à Paris, je pense on vit dans un antagonisme complet par rapport à ces valeurs-là. Mm. À réfléchir. Mm. On y À réfléchit. réfléchir. On y L'oracle du vivre ensemble. Mon Dieu. Euh, Sylvie, est-ce que tu veux bien, là, pour la fin de notre live, nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire l'été en termes de De yoga du pratique. visage? Oui, en termes de pratique. Alors, on va éviter tout ce qui va trop chauffer la peau. L'été en général, surtout si on est sensible à tout ce qui est coupe rose, rosacée, etc. Parce que, effectivement, par nature, comme nous le dit la médecine chinoise, eh bien, en été, il fait chaud. Ça, jusque-là, tout va bien. Mm. Et donc, il y a l'élément feu qui est très présent dans notre environnement et qui fait que finalement, le feu à l'intérieur de notre corps est encore plus susceptible de rentrer en déséquilibre. Donc, tout ce qui va être coupe rose, rosacée, etc., peut être démultiplié lorsqu'il fait chaud. Donc, les pratiques qui sont hyper émuantes au niveau de la peau, on va avoir tendance à les limiter, surtout si on a naturellement cette tendance à avoir une peau un peu enflammée. La pratique du drainage lymphatique, sous réserve que toutes les contre-indications habituelles en termes de système immunitaire, cancer, etc., ne soient pas, qu'on ne rentre pas dans ces catégories-là, est une pratique excellente parce que travaillant sur la circulation des fluides, et là encore quand il fait chaud, en lien toujours avec ces dimensions de circulation, on peut avoir tendance à être un petit peu plus congestionné au niveau des yeux, au niveau de l'ensemble du visage comme au niveau du corps. Donc les pratiques de drainage lymphatique sont excellentes, à la fois avec des mouvements glissés, mais aussi au travers de toute la stimulation des points d'acupression qui sont situés au niveau du fascia et qui relancent pour l'ensemble d'entre eux la circulation. Et puis aussi tout ce qui va être
Je dirais mouvement de détente musculaire. La chaleur est excellente pour détendre. C'est que quand il fait chaud, on a tendance à être un peu plus détendu. Donc, on peut en profiter justement pour aller un peu plus loin dans les pratiques de détente musculaire. Si on a une petite tendance à serrer les mâchoires, à s'offrir des grands moments de détente en intrabuccal. Et puis, je dirais globalement de profiter de l'été qui est une période où on a beaucoup plus d'énergie qu'en début d'année pour prendre de bonnes résolutions. C'est vrai que souvent on dit ah, les bonnes résolutions du 1er janvier, mais au 1er janvier, c'est l'hiver, il fait froid, on est fatigué, la luminosité n'est absolument pas porteuse de se dire ah bah, je vais me lever plus tôt le matin au 1er janvier pour faire des routines de quoi que ce soit. C'est compliqué parce on n'est pas dans cet élan. Alors que l'été, bah, il y a une énergie naturelle qui est là, on a des très grandes journées, on est en vacances, on est plus reposé. Donc se dire que c'est le parfait moment pour intégrer des routines, je trouve, de yoga du visage notamment, mais pas que, mais en matière de yoga du visage. Donc c'est vraiment le moment de commencer à introduire des routines parce qu'après, ce sera beaucoup plus facile de les garder une fois que le mois de septembre arrivera et que la rentrée sera là avec tout son lot de préoccupations. Et justement, par rapport à notre dernier livre avec Ena et Keiko, on a tourné des vidéos, donc Ma Révolution Beauté du visage, qui propose des pratiques sur toutes les zones. Il y a 8 chapitres, zone par zone, double menton, ovale, etc. Et on a eu des petits feedbacks que parfois c'était compliqué de comprendre complètement les exercices sur la base simplement du livre. Donc on a tout filmé en vidéo. Et on a décidé d'offrir là pendant une semaine jusqu'à dimanche soir l'intégralité des vidéos aux personnes qui commandent le livre cette semaine. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir ces pratiques. Vous aurez les supports vidéo qui les accompagnent. Donc avec ce livre-là. Hein. C'est ça, ce livre-là, exactement. Ok, très bien, ça c'est super. Oui, les petites vidéos, ça permet. Et donc vraiment, profitez-en. Je dirais au-delà de découvrir des pratiques, essayez. Et puis, comme on l'a évoqué sur le fait que le maître absolu qui nous dit si une pratique nous convient ou pas, bah, c'est le corps. Et donc là aussi, de profiter de ce temps que vous avez davantage pour vraiment être à l'écoute. Parce que parfois, on fait des pratiques de yoga du visage et on dit, bah, comme le dit le premier livre aux éditions Le Duc, c'est 5 minutes par jour pour rajeunir. Mais en 5 minutes, on n'a pas trop le temps de s'écouter. Euh, Pareil, bah, par exemple, la compétition avec Corfit, c'est 5 minutes pour transformer le visage. Merci, chère Julie, d'être une fidèle lectrice. J'ai très honoré. C'est la fille qui dégaine. Hop là. J'ai tout à portée de main. T'as vu? Organisé. Donc, de se dire, on n'a souvent pas beaucoup de temps et pas beaucoup de temps d'être à l'écoute. Et en ce sens, si vous avez des doutes, c'est vraiment important de prendre des rendez-vous avec des enseignants de yoga du visage, dont Julie fait partie puisqu'elle a suivi la formation. Du coup, juste avant l'été. Et ça, c'est vraiment précieux d'avoir un accompagnement, un regard extérieur sur les besoins que l'on a. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'auto-analyser en matière de visage. Donc, si vous avez des doutes sur les pratiques, prenez rendez-vous avec des enseignants de yoga du visage. Julie, toi, tu vas donner des cours du coup à Nice. Vas-y, explique-nous un peu ton Alors en actualité. avant-première, oui, En tout, avant-première! tout le monde n'est pas au courant, donc c'est très bien, ça tombe très très bien. Oui, oui. Là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de livres. Alors j'ai fait genre, j'ai beaucoup de livres encore, mais il y en a beaucoup moins, il n'y en a presque plus là. Enfin bref, j'en ai beaucoup. Mais bon, bref, la plupart sont dans les cartons, parce que oui, nous quittons Paris et nous allons à Nice, en effet. Donc oui, 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 bah, que ce soit en visio ou j'espère à Nice même, proposer des séances de yoga du visage. Ce serait, voilà, ça serait super. Là, j'ai eu une expérience d'un cours de yoga du visage en groupe, Que dans tu le me disais. studio où j'allais. J'ai adoré ce moment entre femmes. Je crois qu'elles étaient quoi? 8 ou 9. Ouais, 8 ou 9 nanas. C'était hyper cool. C'était vraiment très très intéressant. Très intéressant. Ouais. Et à refaire, parce que j'ai vraiment adoré cette expérience d'échange, le fait de leur faire découvrir. Et c'est vrai que bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en termes de prise de conscience, non, ce qui est plus troublant, je vais te dire un truc, ce qui m'a troublé, c'est le regard de ces femmes-là sur elles dans la glace. Il y a une grosse critique en fait. C'est Incroyable. oula, ah ouais, je me regarde, ouais, bah oui. Et apprendre ça.
Mais ça fait écho avec mon accompagnement thérapeutique sur ce coin-là, sur ce point-là. Parce que bien souvent, les femmes disent, de toute façon, j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. Ok. C'est souvent un manque d'amour de soi. Mm, mm. C'est un manque de connaissance de soi et d'amour de soi. Absolument. Voilà. Et quand on apprend à se connaître, qu'on se connaît bien, et qu'on apprend vraiment à s'aimer comme on a confiance en soi. On finit par avoir confiance en soi. Bon, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, Oui, c'est mais pas oui, vrai. oui, exactement. Mais complètement, c'est tout un processus. Et c'est vrai que on peut aussi rebondir sur cette mauvaise image qu'on a de soi physiquement pour se dire, mais pourquoi en fait? Parce que souvent, ça révèle, c'est un petit, c'est la petite partie émergée de l'iceberg, mais qui montre qu'en fait, derrière, il y a tout un contexte intérieur où les zones de dissociation, de doute, etc., sont énormes, en fait. Parce que se dire, mais comment se fait-il? Mais c'est vrai que c'est ce qui m'avait interpellée au cours de cette quasi-décennie d'enseignement de cours particuliers, de voir venir à moi, en cours particulier notamment, des femmes que, à moi, avec mon regard extérieur, je trouvais sublimes, et de voir l'extrême mauvaise image d'elles-mêmes qu'elles avaient sur leur apparence physique et notamment celle de leur visage. Et de me dire, mais comment c'est possible que ces femmes sublimes Hum. aient une si médiocre image d'elles-mêmes? Donc, on a vraiment enfin, on peut se dégager des espaces de bien-être, de bonheur et de joie et justement profiter du temps qui passe parce que c'est quelque chose qui, je pense, est de plus en plus accessible, paradoxalement parlant, à mesure que le temps passe. Parce que il y a des espèces de structures intérieures que l'on peut renforcer. Il y a des mécanismes aussi d'enfance dont on peut vraiment après se dissocier complètement et qui sont pour la plupart à l'origine, je pense, alors je ne suis pas du tout spécialiste comme toi, mais qui, je pense, nourrissent en fait Hum. ces mauvaises images que l'on peut avoir de soi. Et finalement, le temps qui passe peut vraiment être une opportunité. Et je pense qu'on peut vraiment réussir, si on entre dans ce processus, à s'aimer profondément et à aimer son apparence physique profondément, beaucoup plus à 45 ou 50 ans qu'avant, finalement. Mais totalement, totalement. Encore faut-il accepter le plus sereinement possible cette transformation du Oui. corps à ce moment-là, qui est assez importante, hein, entre Oui, 45 et 50 ans. oui, oui, ça bouge. Ah ouais. Mhm. Comment dire? On pensait immortel? Eh ben non. Oui, donc il y a tout ça. Et ce qui serait intéressant, euh, encore une fois, tu le sais, hein, je suis absolument pas contre les injections, etc. Et chacune, effectivement, toi aussi, c'est ce que tu dis, chacune fait ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème avec ça. Néanmoins, essayer de s'apprécier malgré le temps qui passe, malgré les changements. Et on ne devient pas plus moche parce qu'on vieillit. Il faut arrêter avec ça aussi. Oui, 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 mais De dire, complètement. ben voilà, oui, je change. Et dire, ok, comment est-ce que je peux réussir à m'aimer avec ce changement? Tu vois? Et ça, c'est psychothérapeutique, hein. Déjà ça. Ah, Et mais je trouve que complètement. Et le tu vois, yoga du visage accompagne ça. Accompagne énormément. absolument. Et tu vois, je pense aussi, tu vois, je me faisais la réflexion en me disant, je pense que le fait qu'on soit à ce point coupé de la nature renforce peut-être cette incapacité à apprécier les changements. Parce que quand on vit dans la nature, ben, on voit bien qu'on a le jardin l'été, le jardin l'automne, qui n'a rien à voir, et le jardin l'hiver, qui n'a encore rien à voir, et puis après le jardin au printemps. Et c'est vrai que dans des univers très urbains, ben, il y a une stabilité absolue. Un immeuble ne bouge absolument pas. Et donc on perd aussi cette notion que oui, c'est normal dans le vivant, il y a des rythmes et que l'apparence, juste bouger un peu, j'ai le soleil dans les yeux, l'apparence extérieure change selon les saisons et les cycles que nous traversons. Et le jardin n'est pas laid en hiver, il est juste dans une phase particulière de son cycle, en fait. Et je trouve que euh, se reconnecter au corps, c'est aussi se reconnecter avec des rythmes naturels qui sont
et qui sont fondamentaux parce qu'on a beau vivre dans un monde de plus en plus technologique, etc., mais nous restons des êtres naturels avec un rythme. Et comme tu l'as dit, ben oui, nous ne sommes pas immortels. Et donc, à un moment donné, c'est aussi rentrer dans ce cycle et savoir apprécier ces différentes saisons que nous traversons parce qu'elles sont justes et que finalement, ben, euh, tu vois, moi, je suis aussi très interpellée j'étais d'autant plus interpellée dans le 16e dans ce côté où parfois on sent qu'on a notamment des duos mère-fille où on sent qu'il y a une passation qui a du mal à se faire. C'est-à-dire que ben, la maman va avoir beaucoup de mal à accepter que, ben, à un moment donné, ce n'est plus elle qui est jeune. Lâche, lâche la rampe, c'est bon, ça va bien se passer. Tu sais marcher. Ouais. Tu vois, Eh, et on sent qu'il y a ce côté-là. Et je me disais aussi, tu vois, je pense que les jeunes filles ont besoin d'avoir des mamans qui acceptent de devenir matures parce que c'est elles maintenant c'est elles qui sont dans la fleur de l'âge et ça fait partie d'un cycle et nous sommes dans une continuité finalement et que ben, on a été jeunes et on n'est pas destiné à être jeune toute notre vie en fait. mm. Et on doit investir chacun des âges comme la nature investit chacune des saisons. Je pense que ça veut pas dire que c'est facile du tout, Non, mais et c'est d'autant pas facile quand on a mis vachement de temps à s'apprécier. oui, c'est ça. Et que Et du coup on se dit qu'à ah bah c'est partir, pas vrai maintenant. ouais, déjà, non, 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 J'ai appris à c'est l'aimer vrai, et maintenant il change en c'est fait. vrai. Mais oui, c'est C'est vrai. comme en général, d'une façon globale, qu'apporte l'âge, c'est-à-dire vers 40 ans. Moi, j'ai commencé seulement à m'apprécier vers 40 ans. À me dire, mais en fait, je suis pas si mal que ça, mais c'est pas si mal. Bon, voilà, il y a toujours mieux, il y a pire, bon, voilà, ça va. On arrête de se comparer, ça suffit les conneries, ça va. Et simplement, voilà, 40 ans, on dit, ah, ça y est, c'est cool, ça y est, je m'apprécie, je peux commencer à. C'est pas mal. Et dire, ah ben non, ça y est, après, ça commence à changer alors que ça commençait seulement à être bien, le rapport avec soi. Absolument. Mais pour autant, heureusement qu'il y a eu cette phase-là de commencer à s'apprécier, à s'aimer, etc., pour enclencher un changement plus serein. Mais c'est vrai que, en vrai, c'est pas facile, c'est pas évident. Et la société actuelle veut aussi joue sur ce jeunisme en permanence. Ah mais parce que Comment la fragilisation que ça constitue, je pense, oui, fait qu'on va s'engouffrer dans enfin on va essayer plein de stratégies qui servent certaines dimensions. Et tu sais, je vais te surprendre probablement, mais mes cheveux blancs, euh, en fait, je les assume complètement, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais en général, j'ai beaucoup de compliments de jeunes. Les caisses des magasins, etc., qui me disent oh, j'adore vos cheveux, c'est trop bien, etc. Et ça te Et va beaucoup magnifiquement bien. bah, c'est des jeunes qui me renvoient ça. C'est assez marrant quand même. Alors que j'ai une amie un peu plus âgée que moi, qui passe sa vie chez le coiffeur, tant mieux pour elle. Elle a le temps et l'argent pour ça, donc c'est cool. Mais elle me dit, oh bah tu paraîtrais plus jeune si tu faisais une couleur. En fait, déjà, je pense que ça n'a aucun rapport. Et il y a de plus en plus de jeunes même d'une trentaine d'années qui laissent leurs cheveux blancs. Je trouve ça super. Absolument. Pourquoi ne pas s'assumer et pourquoi ça ferait forcément plus vieux? Je pense que, bref, tout ça pour dire que effectivement, la beauté, comme tu le dis très très bien, est totalement holistique. Que ça englobe tout ça. C'est vrai que là, on parle de la vie, on philosophe sur la vie, sur le rapport à soi, et parce que tout est lié. Et que prendre soin de soi, se tripoter le corps, se tripoter le visage, les cheveux, comme tu le dis si bien, je ne l'ai pas emmené là, mais le truc rond là, avec les Oui. picots, là, ça permet de masser. Voilà, se faire un shampoing avec ça permet de. Et ça prend pas plus de temps. Ça aussi, c'est un leurre de penser, ah oui, mais j'ai pas le temps. Non plus. Oui, absolument. Et puis se Gérard. dire, absolument. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, je pense que être beau, la volonté d'être beau, c'est en fait une quête de bonheur caché. C'est qu'on se dit qu'à la beauté va venir avec la séduction, l'attraction, l'amour des autres. Et derrière, en fait, je pense que c'est avant tout une quête de bonheur. Mm, Et donc se dire que si ce que l'on fait pour la beauté nous rend malheureux, alors c'est pas juste. Si oui, ça nous rend profondément heureux,
alors je pense on peut prendre ça comme axe finalement de se dire, mais quand je fais des choses pour ma beauté, est-ce que je me sens plus heureux à l'intérieur? Ou est-ce qu'en fait, finalement, ça me crée du stress, ça me crée de la tension, je sens que je me resserre et je me contracte à l'intérieur, ou est-ce qu'en fait, ça me crée de l'espace, ça me crée de la détente, et je sens que je respire à plein de niveaux différents et je suis plus heureux. Mm. Et moi, je pense que ça peut être un très bon guide, comme les cartes de l'oracle, de se dire, ah bah finalement, quand je fais quelque chose pour soi-disant ma beauté, en fait, derrière, c'est une quête de bonheur que j'ai, une quête d'amour et de bonheur. Et est-ce que ces actes que je pose, finalement, me conduisent à ça ou pas? Et si ça ne conduit pas à ça, je pense qu'il peut-être que on peut se questionner sur le, la pertinence de Oui. la poursuite dans certaines voies. Et tout ça, je pense, a un lien avec finalement la vie qu'on a en soi, la vie et la joie. Hier, j'ai terminé le livre de Bruno Clavier qui s'appelle Être de bons ancêtres. Parce que je suis extrêmement passionnée par le transgénérationnel, la psychogénéalogie, je trouve ça incroyable. Et Bruno Clavier est l'un de, de ces hommes fantastiques qui écrivent de très bons livres sur le sujet. Et il parlait de son papa en fin de vie. Entre autres, il parle de la vie, il parle des ancêtres, il parle de son père, de son grand-père, etc., de ce qu'il a pu vivre. Et il parle de son père quand il est à l'EHPAD, quelques temps avant de décéder. Et il découvre que son père est amoureux, à 93 ans. Et il est amoureux d'une dame âgée, on n'a pas son âge, qui est dans une chaise roulante. Mais elle dit, on la voit arriver avec ses grands yeux ouverts, ce sourire. Elle dit, en fait, c'était la seule qui était vivante, qui paraissait vivante dans tout ça. Alors que pourtant, dans une chaise roulante, donc pas forcément évident, mais elle dégageait quelque chose. Elle dit, il dit, on voyait plus que son sourire, quelque chose de lumineux. Il parle à aucun moment, probablement, de cette dame qui doit avoir des rides, etc. Et, et son père, 93 ans, enfin l'un et l'autre étaient amoureux l'un de l'autre. Donc il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Et tout vient de l'amour qu'on peut se donner et de la vie qu'on peut mettre dans le mouvement, dans ce qu'on peut se faire, dans ce qu'on peut mettre. Exactement. Je n'ai rien à ajouter sur ces magnifiques paroles. Je t'ai cloué le bec. Je suis. On l'a perdu. Oh là là, pardon, je t'ai endormi. Non, non, mais vraiment, mais c'est ça, exactement. Et que les pratiques que nous proposons l'une et l'autre, et que tu proposes aussi, enfin, toi, du coup, maintenant avec le yoga du visage, c'est vraiment ça. C'est retrouver de la joie dans ce rapport au corps pour avoir un corps heureux, un psychisme apaisé qui fasse que, in fine, cela se reflète sur le visage et que finalement, même si ride il y a, en fait, on ne la voit pas parce que c'est toute la lumière qui se dégage par ailleurs de cette connexion à soi que l'on voit et qui peut rayonner quel que soit l'âge, la qualité de la peau Et l'importance du sourire, comme et tu me l'as très bien l'importance. enseigné, que tu répètes immanquablement dans tous tes livres. Voilà. Non mais il va falloir arrêter maintenant, Sylvie. On n'a plus de main. Sourire, vraiment spontanément, faire un beau sourire permet de travailler correctement tous les muscles releveurs du visage, qui permet de garder une belle tonicité au niveau du visage. Donc, sourions, sourions pour de vrai. Revenons à un vrai sourire franc, Exactement. non d'une pipe en bois. Oh, oh, oh. Ah oui, Caroline est d'accord avec nous. Sourions, l'importance du sourire. Eh oui, hein. Autre chose que je voulais peut-être rajouter, de ce que j'avais appris en shiatsu, l'importance aussi de tout ce qui est un petit peu en ferraille, enfin, tout ce qui est frais en été. Oui, Finalement, alors, enlever la chaleur et le feu du visage et du corps. oui, absolument. C'est pour ça qu'on avait même appris que le shiatsu, donc qui veut dire pression, euh, enfin, pression des pouces sur le corps, donc qu'on utilise nous au yoga du visage sur le visage, hein, sur des points d'acupression qui sont fantastiques. C'est très bien, mais peut-être plus l'hiver avec les doigts parce que c'est chaud et la peau est Et chaude. bien Et sûr, l'été, couper le feu avec plus des choses un peu plus métalliques. Et là, par exemple, faire les points d'acupression avec le bout là, du Slim du Skin Serra. Cera ou le Voilà, face painter, absolument. c'est frais et ça fait Et du c'est bien. très agréable.
Voilà, je vous le fais en live. Est-ce que vous ressentez ce kiff? Vous voyez ou pas? On le voit. Voilà, alors je vais terminer comme ça. Voilà, regardez. Ah là 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 là. Tu me dis, hein, si je fais dans le bon sens. Ah, c'est parfait, Julie. Impeccable. Magnifique. Ah, voilà, et tout ça avec Sylvie et toutes les personnes qui ont suivi la formation. Nous enseignons tout cela avec joie et c'est trop bien de prendre soin des autres. Voilà, voilà. Et on sait un petit peu de la fille et tout. Attends, il y en a juste ça qu'il faut. Voilà, attends, excuse-moi. Ah, ça fait du bien. Voilà. Ah, ça fait du bien. Le face pointer, c'est vraiment un outil pour Ah là relâcher là. les tensions musculaires